Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois de m'avoir invité à partager avec vous ces expériences pédagogiques. Donc, je vais vous parler de pédagogie collaborative et je vais illustrer mon propos avec une classe, une méthode que j'ai appelée la classe renversée. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on appelle parfois des classes inversées, mais vous allez voir, c'est ce qu'on appelle des méthodes de pédagogie collaborative. L'objet de ma présentation n'est pas de vous dire qu'il faut absolument utiliser ma méthode pour rendre votre classe plus collaborative, puisque selon le contexte, selon les matières, il y a beaucoup de façons de le faire. Je vais juste vous dire ce que je fais, ce que j'observe avec mes élèves. Bien sûr, mes élèves sont des étudiants qui ont en général plutôt 20 ans, 21 ans, donc ils sont très différents des élèves que vous pouvez avoir dans vos établissements. Mais, Le son là de pardon, voilà. Ah, j'entends des questions. C'est OK, vous arrivez à m'entendre et à. J'ai l'impression qu'il y a un Aline, problème. ce qu'il faudrait, Monsieur Cagnier, si vous Oui, permettez, je voudrais, j'interpelle ma collègue Aline, ce qu'il faudrait, c'est de demander au groupe qui se connecte de couper leur micro pour éviter qu'il y ait interférence. d'accord. Parce qu'en fait, Oui, il vient de se connecter, ça y est, c'est bon, il a supprimé son oui, micro. pas de problème. Ce sont ce qu'on appelle les aléas du direct, mais c'est très bien. Ça prouve que c'est très vivant et ça me pose aucun problème. Mais j'avais cru qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes de connexion et donc je pensais que c'était déjà une question. Donc, ce que je disais, c'est que ce que je vais partager avec vous, bien sûr, ça se passe dans un contexte d'université, mais avec mes collègues, on travaille beaucoup avec des établissements, des écoles primaires, lycées, collèges, avec des enfants d'âges différents. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous inspirer, enfin, en tout cas, de découvrir ce que je pratique. Et puis après, on verra entre nous ce qu'il est possible d'adapter ou je dirais pas de copier bien sûr, hein, mais de travailler un petit peu en collaboration, puisqu'il y a beaucoup des méthodes que j'utilise qui peuvent très bien être utilisées dans des contextes autres que ceux de l'université. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur cette première illustration, j'utiliserai beaucoup de dessins et puis quelques photos pour vous montrer un peu comment ça se passe dans ma classe. Donc, l'objectif de ma pédagogie, vous allez le voir très rapidement, c'est de permettre aux élèves d'interagir entre eux. Donc, comme vous le voyez ici, souvent en enseignement, et je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise méthode, mais très souvent en enseignement, le professeur est un transmetteur de savoir. Donc, il a le cours, la leçon et il va transmettre un peu, je dirais le contenu du cours aux élèves. Moi, j'ai fait ça pendant 25 ans à peu près, je dirais avec beaucoup de plaisir et sans aucun problème. Et c'est seulement depuis une dizaine d'années que je me suis dit que cette façon de juste envoyer le cours, le contenu. Vous voyez, en face de moi, il y a des élèves qui peuvent soit s'endormir ou alors être très intéressés. Donc, il y a pas mal d'élèves qui aiment bien écouter l'enseignant et d'autres qui trouvent ça un peu plus compliqué. Donc, c'est une méthode transmissive. Et puis, ce que l'on fait souvent, c'est que on demande aux étudiants, aux élèves, d'écouter l'enseignant. Vous le voyez ici, d'absorber, de prendre des notes, de poser des questions pendant le cours. Donc ça, c'est la partie sur la gauche, c'est vraiment l'activité de l'élève en classe. Et puis à la maison, quand cela est possible, bien sûr, de travailler, de résumer, puisque apprendre, c'est quand même un mécanisme individuel. Donc si vous avez 35 élèves ou plus, moi j'ai des classes de 80 jusqu'à 130 élèves, vous allez les voir, eh bien, chacun d'entre eux a certainement des méthodes très différentes pour travailler chez lui. Et il faut apprendre parce qu'à un moment, il va y avoir une évaluation et donc mes étudiants passent des concours, des contrôles continus, des interrogations et il faut leur donner des notes. Donc, moi, j'ai décidé il y a une dizaine d'années
de changer ma pédagogie, non pas parce que je n'aimais pas enseigner de manière classique, mais parce que je voulais qu'il y ait beaucoup plus d'interaction entre mes élèves. Donc, comme vous le voyez ici, l'objectif de mon innovation pédagogique, c'était d'intensifier la collaboration entre les élèves parce qu'on voulait non seulement augmenter leur niveau de connaissance, mais surtout développer des compétences. Ce qui est important pour nous de plus en plus, c'est développer des compétences entre les élèves, des capacités. Et donc, parmi les compétences que j'avais identifiées en premier lieu, c'est la capacité d'étudiants à aider les autres. Donc ça, on pourra en discuter après pendant les questions. Comment un élève peut aider un camarade dans sa classe? Quel type d'interaction peut-on stimuler entre les élèves? Donc déjà, je le dis tout de suite, il y a beaucoup d'enseignants qui ont envie que leurs étudiants travaillent de manière plus collaborative, mais il faut aussi que ces enseignants eux-mêmes soient capables de travailler entre collègues. C'est très difficile de demander à des élèves d'être plus autonomes, responsables, collaboratifs, créatifs, imaginatifs, si nous, les enseignants, nous n'avons pas nous-mêmes ces propres, je dirais, ces propres compétences. Donc pour cela, j'ai imaginé plusieurs méthodes. Une des premières méthodes qui m'est venue en tête, mais que je n'ai pas appliquée, c'est ce qu'on appelle les classes inversées. Alors, les classes inversées, il y a plusieurs façons de les organiser. Il y a un premier type de classe inversée qui n'est pas très fonctionnel. C'est ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la classe inversée, on dit, je pense que vous voyez ma flèche sur l'écran, on dit voilà, vous allez faire le cours à la maison, vous allez travailler chez vous, je vais vous donner le contenu de la leçon, et puis en classe, avec l'enseignant, on va travailler sur les exercices, les devoirs. Donc si vous demandez à des élèves de travailler chez eux, individuellement ou à plusieurs, et si ensuite vous leur demandez de poser des questions et que le cours en présentiel devienne une explication de ce qu'ils ont compris, c'est très compliqué parce que les élèves qui ont des difficultés en classe ont beaucoup de difficultés à travailler chez eux. Et puis les bons élèves, enfin, les élèves sont tous bons, mais on va dire les élèves adaptés au système éducatif, les élèves qui ont des bonnes notes, eux sont capables de travailler chez eux et de travailler en classe. Donc finalement, on s'adresse aux mêmes populations. Ce système de classe inversée, s'il est pratiqué à un niveau basique, ne change rien. Ce qu'il faut faire, ce sont des classes inversées, des classes un peu plus collaboratives. Donc, moi, ce que j'ai proposé à mes élèves depuis maintenant 8 ans, ça c'est la 9e année que je fais ça, je leur ai dit la chose suivante, je leur ai dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, donc c'est vous qui allez faire le cours. Donc, dans ma classe, les élèves deviennent le professeur et moi, je suis l'élève. Donc, on pourrait dire, OK, c'est possible, mais seulement avec un certain niveau. C'est-à-dire que vous pourriez me dire, vous avez des élèves qui sont à l'université, ils ont un bon niveau, ils peuvent préparer des chapitres du cours et vous les expliquer. Mais en fait, en fonction des méthodes que vous allez mettre en place, vous pouvez très bien demander à des élèves, je dirais, de tout niveau, quel que soit leur âge, de construire des contenus et de les préparer un peu comme des exposés. Vous n'êtes pas obligé non plus de transformer toute votre classe comme moi je l'ai fait, mais vous pouvez par exemple inverser ou renverser seulement un chapitre, une partie du cours ou une classe seulement. Donc moi, j'ai poussé un peu l'innovation jusqu'au bout. J'ai dit à mes 70 étudiants, donc j'ai une classe de 70 élèves, je vais vous les montrer, c'est vous, les 70 élèves qui allez faire le cours et moi qui deviens l'élève. J'ai utilisé la formule que tout le monde connaît, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, alors vous allez m'enseigner le cours. Alors au début, ils m'ont dit, c'est pas possible, c'est vous le prof, c'est vous l'expert, donc nous n'avons pas les capacités à le faire. Et en fait, on a préparé une méthodologie pour qu'ils puissent travailler ensemble. La première chose que j'ai faite, c'est de constituer des équipes. Et ça, n'importe qui parmi vous, que ce soit vous-même dans vos cours, vos collègues enseignants, si vous êtes directrice
ou directeur d'établissement, eh bien, si vous voulez faire travailler des élèves en équipe, eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de constituer les équipes. Moi, j'ai constitué des équipes avec un casting, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici sur le dessin, j'ai constitué des groupes de 5 à 6 étudiants, mais qui ont des profils différents. Par exemple, des élèves qui ont des très bons niveaux scolaires, mélangés avec des élèves qui ont des difficultés. J'ai bien mélangé les garçons et les filles. J'ai aussi séparé les affinités. Donc, des élèves qui se connaissent bien entre eux, je les ai mis dans des équipes différentes. Donc, j'ai obtenu une dizaine ou une douzaine d'équipes de 5 à 6 élèves capables de commencer à travailler en groupe. J'ai fait cela de manière à ce que, quand je leur demande de travailler, tous les groupes avancent à la même vitesse. Parce que si vous demandez à vos élèves de se mettre par affinité, OK, on va travailler en équipe, mettez-vous comme vous le voulez, eh bien, vous allez vous rendre compte que si vous mettez vos étudiants ou vos élèves de manière, je dirais, au choix, eh bien, vous allez avoir des problèmes parce qu'il y a des groupes qui vont avancer très vite, d'autres qui n'avanceront pas du tout, et puis certains, selon les exercices, eh bien, pourront très bien soit avoir des difficultés ou plus de facilité. Donc, pour produire, pour que les élèves travaillent à la même vitesse, il faut organiser les équipes. Dans d'autres exercices, et on en parlera juste après, dans d'autres types d'exercices, si vous voulez que des étudiants répondent à des questions ou réalisent des exercices, on peut très bien leur demander de se mettre au hasard ou par affinité. Donc, en fonction du type d'exercice que vous demandez à vos étudiants ou élèves, eh bien, vous ne constituez pas les groupes de la même manière. Donc, puisque je ne faisais pas cours dans un premier temps, les étudiants ont commencé à construire les plans. Donc, je leur ai juste donné le titre des chapitres. Donc, moi, je suis professeur de génétique, de biologie moléculaire. Donc, dans mon cours, il y a un programme. Par exemple, on va étudier la structure de l'ADN, le génome, les maladies génétiques, les virus, les bactéries. Mais si vous êtes, par exemple, un enseignant d'histoire-géographie, vous pouvez très bien avoir au programme, je ne sais pas moi, l'économie de certains pays, l'histoire de Napoléon, la conquête de tel pays. Donc, je prends souvent l'exemple de Napoléon, par exemple. Je travaille avec des professeurs d'histoire-géographie qui demandent aux élèves, vous allez m'expliquer vous-même ce que vous avez compris de l'histoire de Napoléon, Austerlitz, Waterloo, etc. J'ai d'autres enseignants qui travaillent en économie ou en mathématiques. Eh bien, les étudiants vont construire des exercices, des additions, des multiplications ou des textes à étudier. Donc, il y a beaucoup de possibilités selon les matières. Et puis, bien sûr, si vous êtes enseignant de plusieurs matières, donc si vous êtes professeur des écoles, par exemple, là, il y a un champ encore plus large. Vous pouvez très bien imaginer que dans certaines matières, vous demandez aux élèves de construire des choses. Donc, moi, je pourrais vous donner à la suite de l'atelier des coordonnées ou des exemples d'enseignants du premier degré qui demandent à leurs élèves de construire des connaissances dans le cadre de la classe. Donc moi, mes élèves construisent les chapitres et puis ils vont travailler. Donc il n'y a pas de cours. Donc je ne leur donne pas le contenu. Ce sont eux qui vont écrire le contenu. Alors je leur donne des bases. Par exemple, je leur dis, je ne veux pas que les chapitres dépassent 10 pages. Vous devez mettre des illustrations, des films. Ils se connectent sur Internet. Ils vont dans des bibliothèques numériques en réseau. Donc, ils peuvent travailler avec des tablettes, des ordinateurs, mais ils peuvent aussi travailler avec des ouvrages. Donc, dans ma classe, il y a des livres. Donc, nous ramenons des bibliothèques, des ouvrages. Il y a des élèves qui ramènent leurs propres livres. Et donc, dans une équipe, un livre peut passer d'une équipe à l'autre. Donc, vous voyez, la documentation est très variée. La seule chose que je demande aux élèves, c'est de noter l'origine, la source de leurs informations. Donc, ils vont écrire, ils vont choisir des extraits, ils vont composer le cours, ce sont eux qui construisent. Et moi, comme je suis devenu le seul élève de la classe, eh bien, je vais leur poser des questions, mais je peux aussi, à certains moments, quand ils sont, je dirais, un peu bloqués, les aider à résoudre un problème. Donc, je suis à la fois l'élève de la classe, puisque ce sont eux les professeurs, la classe est renversée, mais je peux aussi, à certains moments, et vous allez le voir par la suite,
redevenir temporairement le professeur pour les aider lorsqu'ils ont des problèmes de compréhension. Alors, les étudiants vont co-écrire les chapitres. Donc, on utilise des documents, des plateformes collaboratives. Donc, moi, j'utilise un Google Drive, des documents collaboratifs, mais on peut aussi imaginer de travailler sur des fichiers. Donc, je connais des écoles primaires, des collèges qui font travailler leurs élèves, les font écrire sur des documents, je dirais, qui ne sont pas forcément en ligne. Et même parfois, il y a des écoles qui font travailler les étudiants sur des posters, des tableaux, des documents papier. Ce qui est important, c'est que tout ce qui est produit par une équipe a été co-écrit. Donc, on va y revenir par la suite, mais vous m'avez déjà posé une question au début de l'intervention en me parlant de collaboration entre élèves qui ont des âges différents. Eh bien, si vous êtes dans un contexte où vos élèves ont des âges différents, eh bien, quand vous allez constituer vos équipes pour l'exercice, c'est vraiment très important de mettre des élèves d'âges différents. Donc, je suppose que si vous avez du multi-âge de 3, 4 ou 5 niveaux, eh bien, on peut imaginer que des élèves aient des responsabilités différentes en fonction de leur âge. Moi, dans ma classe, tous les élèves ont le même âge, à part à 1 an de différence. Donc, je n'ai pas ce critère, mais il y a des méthodes que l'on connaît bien qui s'appellent des classes mutuelles. Donc, dans des petits villages ou des endroits en France, en métropole, où il y a des classes regroupées, il y a des enseignants qui font travailler leurs élèves sur des travaux collaboratifs à certains moments en mélangeant les différents âges d'élèves. Et puis, à d'autres moments, ils les font travailler selon le niveau. Donc, moi, mes étudiants utilisent, je dirais, ces plateformes. Donc, ils écrivent le contenu du cours, ils mettent des illustrations. Et ce que je leur demande, c'est que ce qu'ils produisent doit être compréhensible par les autres groupes. Autrement dit, si un groupe écrit des choses trop compliquées, un autre groupe peut surligner ou souligner en disant « je n'ai pas compris ». Donc, à ce moment-là, le groupe, l'équipe qui a écrit, qui a produit de la connaissance, eh bien, va devoir transformer cette connaissance pour la rendre compréhensible. Et moi, c'est la même chose. Comme je lis la production des élèves, si je m'aperçois qu'ils ont juste copié des notions dont je me dis qu'ils ne comprennent pas le contenu, alors je pose des questions. Et je leur dis, voilà, je suis l'élève, c'est vous les professeurs, expliquez-moi cette partie. Et s'ils ne sont pas capables de l'expliquer, eh bien, ils vont devoir trouver une autre façon de le faire. Donc, sur cette diapositive, vous voyez ma classe. Donc, ça, c'est ma classe de cette année. Donc, je ne les ai pas tous photographiés. C'est un groupe de 70 élèves. Vous voyez, ce sont des équipes de 6. Ici, dans la configuration que vous avez sous les yeux, vous voyez, ils sont tous assis. Bon, il y avait encore les masques, le coronavirus. Ils ont des ordinateurs. Certains travaillent sur des cahiers. Là, ils sont en train de produire. Donc, ils sont en train d'aller chercher de l'information, de l'échanger, de discuter et de produire le cours. Vous voyez ici sur cette diapo, ça bouge un peu plus. Il y a des élèves qui discutent, ils vont choisir des schémas. Moi, comme je passe entre les groupes, ils peuvent me poser la question. Par exemple, ils me disent « Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a trouvé? On ne comprend pas telle chose. » Donc, ils peuvent aussi m'interroger, je peux les aider. Je peux leur dire « Ce schéma-là n'est pas très bon. » Je leur fournis aussi des documents. Donc, ils peuvent aussi aller chercher dans mes documents. Et si vous voyez bien aussi, il y a des tableaux. Donc, on va les décrire juste après, entre eux. Donc, vous voyez, il y a des tableaux sur lesquels il y a des choses qui sont écrites avec des feutres. Quelquefois, on utilise des feuilles de papier. Et si vous voyez déjà ici dans la représentation, vous avez une dizaine, quinzaine d'étudiants. Vous remarquez qu'ils sont tous dans des positions différentes. Certains sont assis, d'autres sont debout. Certains écrivent, d'autres expliquent. Donc, j'utilise beaucoup de tableaux. Donc, vous voyez, là, vous avez un exercice où j'ai 3 équipes. Et imaginez que je fais ça avec 12 équipes. Donc là, sur ce dessin, vous avez 3 équipes. Je suis l'élève, donc je leur pose une question. Par exemple, je leur dis « Expliquez-moi comment fonctionne cette molécule ». Ou alors, j'aimerais bien comprendre comment un vaccin peut empêcher un virus d'entrer dans une cellule. Donc, je leur pose des questions et ils vont répondre à ces questions avec des schémas, et cette fois-ci en utilisant des tableaux.
et vous avez remarqué les 3 flèches oranges qui tournent. En fait, je leur demande d'écrire leur réponse à ma question sur un tableau et toutes les 3 minutes ou les 5 minutes, ça dépend du temps, je leur demande de changer de tableau. De changer de tableau, ça s'appelle une rotation, et de continuer à répondre à la même question, mais en utilisant le schéma de l'équipe précédente. Par exemple, ici, donc je vais remettre la flèche, si vous la voyez, l'équipe qui est ici, l'équipe 1, l'équipe 1 écrit sur le tableau 1, répond à ma question, comment fonctionne telle molécule, et ensuite, au bout de 3 à 4 minutes, 5 minutes, l'équipe 1 va passer devant le tableau 2 et va continuer à répondre à la même question, mais en complétant la réponse qui est démarrée par l'équipe 2. Donc, si vous avez compris, toutes les équipes travaillent sur la même question, et toutes les 3 à 5 minutes, elles changent de tableau et elles continuent à compléter la réponse des autres. Donc, il y a un vrai travail collaboratif. Au début, moi, je n'avais pas de tableau comme ça sur des roulettes. Donc, je vais vous les montrer, les tableaux. Vous voyez, ici, vous avez les tableaux. Vous voyez les étudiants, ils sont debout, ils discutent. Donc, au début, je n'avais pas ces tableaux, donc j'utilisais des feuilles de papier. Les étudiants répondaient sur des grandes feuilles de papier et c'était les feuilles qui passaient d'une table à l'autre. Ou alors, les feuilles pouvaient rester sur la même table et c'était les étudiants qui tournaient. Vous voyez ici, par exemple, là, j'ai des étudiants qui travaillent sur un tableau. Vous remarquez qu'ils peuvent même travailler des 2 côtés du tableau. Ici, j'ai des étudiants qui travaillent sur des feuilles. Et là, il y a d'autres étudiants qui ont préféré faire des projections. Donc, dans la même salle de classe, moi, je propose un exercice et les étudiants peuvent choisir est-ce qu'on utilise des tableaux, est-ce qu'on utilise l'ordinateur, est-ce qu'on utilise des feuilles de papier ou est-ce qu'on utilise des projections. Donc, je leur propose différentes méthodologies et ils choisissent ce qu'ils préfèrent. Parfois, d'ailleurs, d'un exercice à l'autre, ils peuvent changer. Donc, l'équipe qui est ici, qui a commencé à travailler avec des tableaux, ben, pour l'exercice suivant, peut très bien dessiner sur une feuille et inversement. Ensuite, dans mon cours, il y a des moments où les élèves vont au tableau et font des présentations. Là, il y a plusieurs façons de faire. Soit les élèves font des présentations devant toute la classe, ou alors les élèves font des présentations devant un petit groupe. Si je reviens, par exemple, quelques photos en arrière, vous voyez, par exemple, ici, les 5 étudiants qui se trouvent là, parfois, un seul étudiant, donc celui-ci, est en train d'expliquer aux 4 autres ce que son équipe a trouvé. Donc, on peut très bien avoir ici l'étudiant de l'équipe 1 qui explique aux étudiants de l'équipe 3. Et là, de l'autre côté, vous avez ici l'étudiant de l'équipe 5 qui explique à des étudiants de l'équipe 7 les résultats de leur recherche. Donc, il y a des moments où vous pouvez avoir plusieurs présentations en même temps. Et puis, vous avez d'autres moments, comme ici, où c'est un seul élève qui va présenter quelque chose devant toute la classe. Donc, pour rendre la présentation plus attractive, parce que c'est difficile parfois d'envoyer un élève au tableau, il n'a pas envie de parler devant les autres, ou alors il va parler devant les autres, mais au bout de 5 minutes, plus personne l'écoute, de maintenir l'attention. Donc, j'ai créé des exercices auxquels j'ai donné des noms. Donc là, je n'aurai pas le temps maintenant de les faire tous dans le détail, mais je vais vous donner juste les idées d'exercices. Et puis, si par la suite, vous voulez la méthodologie plus complète, je pourrais vous l'envoyer par vidéo, par fiche, par texte. Là, c'est un exercice que vous avez sous les yeux qui s'appelle le karaoké. Donc, en fait, je ne demande pas aux élèves de chanter devant la présentation, mais je prends une présentation. Donc, ce que vous avez en jaune ici, par exemple, admettons que c'est un schéma qui a été construit par l'équipe 1. Donc, vous avez la slide, la diapositive ou le dessin de l'équipe 1 et je vais choisir un élève de l'équipe 2 pour présenter. Donc, je vais prendre un étudiant qui n'a pas participé à la construction de la diapo et je vais lui demander pendant 1 minute d'essayer de m'expliquer ou d'expliquer à la classe ce qu'il comprend. Donc, l'élève qui est au tableau, juste en 1 minute, on lui demande qu'est-ce que tu comprends de ce qui a été produit par une autre équipe.
Donc, il dit un peu ce qu'il comprend. Donc, s'il ne comprend rien, il dit « je ne sais pas ce que c'est », ou alors il dit « là, je vois un virus, une molécule ». Donc, il essaye de dire tout haut un peu ce qu'il comprend. S'il a des difficultés, moi, je l'aide. Mais ce qui est important, c'est qu'au bout d'1 minute ou 2, donc sur un temps qui n'est pas très long, je l'arrête et je demande à l'équipe qui a préparé la présentation, est-ce que vous trouvez que votre camarade a plus ou moins bien compris ce qu'il a fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Donc, en général, l'équipe qui a préparé la présentation va dire oui, effectivement, ce qu'il a dit, c'est correct, mais nous, on a voulu dire autre chose, on va compléter, il a oublié de présenter telle chose. Donc, après 1 minute ou 1 minute 30 de présentation, l'équipe qui a préparé le travail complète explique un peu ce qu'elle a voulu dire. Et ensuite, dans un troisième temps, je demande à tous les autres élèves, est-ce que vous avez des questions à poser? S'ils ont des questions à poser, c'est l'équipe qui a préparé le travail qui répond. S'ils n'ont pas de questions, c'est moi, le professeur devenu élève, qui dit ben moi j'ai une question à poser. Voilà. Donc c'est un exercice en 3 temps, une présentation improvisée, un contrôle et un complément par l'équipe qui a préparé le travail, et puis des questions de la classe. Ici, vous avez sous les yeux un deuxième type d'exercice que j'ai appelé le ping-pong, qui est un exercice très efficace. Donc, les élèves vont présenter un travail. Donc, le travail est affiché au tableau, ou alors il est projeté avec un PowerPoint, un écran. Donc, ça peut être écrit à la main, ça peut être une projection. Et je demande à 2 élèves qui ont construit ce travail de venir au tableau. Et les 2 élèves vont présenter le résultat du travail de l'équipe, mais je leur donne une contrainte. Je leur demande de parler l'un après l'autre. Chaque étudiant n'a droit qu'à une seule phrase. Et chaque phrase doit compléter la phrase précédente. Par exemple, le premier étudiant va dire « Sur ce schéma, vous repérez un virus avec des protéines de surface ». Et le deuxième élève va répondre « Et sur la cellule des poumons, vous voyez des récepteurs ». Ensuite, le premier élève reprend la parole. Les molécules qui sont à la surface du virus vont servir au virus pour se fixer sur la cellule du poumon. Et le deuxième élève reprend. Une fois que le virus est fixé sur la cellule, il va pouvoir déclencher telle réaction. C'est-à-dire que dans l'exercice du ping-pong, chaque élève n'a droit qu'à une seule phrase. Cette phrase peut être courte, moyenne ou longue, mais chaque phrase doit être reliée à la précédente. Ça oblige les 2 élèves au tableau à s'écouter l'un l'autre, ça maintient une attention maximale dans la classe. L'exercice n'est pas très long, hein. Je l'ai fait présenter pendant 2 minutes, 1 ou 2 minutes. Ensuite, on arrête et même chose, on demande à l'équipe qui a construit la diapo ou le schéma de compléter et ensuite on demande à la classe de poser des questions. Donc cet exercice est vraiment très performant parce que quand je le pratique, comme le karaoké, j'obtiens presque 100% d'attention parce qu'ils sont obligés de s'écouter, sinon la présentation ne permet pas de poser des questions. Ici, vous avez un troisième type de présentation qui est aussi très performant, c'est ce que j'ai appelé la présentation muette. Donc, comme vous le voyez ici sur le dessin, il y a une présentation qui est préparée. Bon, ici, ce sont des formules de mathématiques ou de physique. Ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être une illustration, une photo, un schéma, quelque chose qui est préparé par les élèves, ou pourquoi pas quelque chose qui est préparé par l'enseignant. Seulement, il n'y a pas de présentation. Donc, on va laisser les élèves regarder la diapositive ou regarder le schéma sans qu'il y ait aucune explication et on va leur laisser 2 minutes. Donc, pendant 2 minutes, les équipes d'élèves réfléchissent, essayent d'échanger entre eux, qu'est-ce qu'ils comprennent. Je vous rappelle que dans chaque groupe, il y a des élèves avec des très bons niveaux scolaires, moyens ou plus faibles. Donc, vous pouvez imaginer aussi que vous pouvez demander aux élèves plus forts d'attendre un peu que les élèves moins forts fassent des propositions pour éviter que l'élève qui a compris tout de suite n'apporte la bonne réponse, mais vous pouvez choisir un peu la méthode que vous voulez. Au bout de 2 minutes, eh bien, il y a un élève qui lève le doigt et qui va poser une question pour toute son équipe. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a beaucoup d'exercices différents. Soit la question
ben, ça correspond à la question de l'équipe. C'est un peu ce que je vais vous demander de faire juste après mon intervention. Je vais vous demander de réfléchir en groupe et de me poser une question d'équipe. Mais vous pouvez aussi lever le doigt. Donc les élèves peuvent lever le doigt et dire nous n'avons pas de questions et voilà ce qu'on a compris de la présentation. Donc, quand vous faites cette présentation muette, vous pouvez demander aux élèves qu'est-ce que vous avez compris de ce qui est projeté, ou alors vous pouvez leur demander est-ce que vous avez des questions. Et là, une fois que les questions sont posées, c'est l'équipe qui a écrit, c'est l'équipe qui a fabriqué le travail, c'est l'enseignant, qui va apporter des réponses. Voilà. Donc, c'est un exercice très puissant parce que ça oblige les étudiants à travailler entre eux avant de poser une question et vous privilégiez les questions collectives avant les questions individuelles. Donc, quand on privilégie les questions collectives avant les questions individuelles, ça stimule le travail collaboratif. Après, vous pouvez faire des évaluations. Hein. Moi, je donne des notes, des points. Quand la question est pertinente, quand elle est intéressante, je vais valoriser le groupe. Enfin, une autre présentation qui est vraiment intéressante aussi parce que celle-là, elle peut se faire à différents niveaux. Et puis, c'est un peu une sorte de gamification. Elle est ludique. C'est un exercice qui s'appelle « Trouver l'erreur ». Donc, en général, c'est moi qui le fais, l'enseignant au tableau. Mais vous pouvez le faire à des élèves. Moi, je permets à certains étudiants de le faire. Ils se débrouillent très bien. Donc, le professeur va prendre la parole au tableau et dit aux élèves, voilà, je vais vous faire une démonstration, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Pendant 5 minutes, ça peut être 10 minutes, et pendant mon explication, il y a 2 choses que je vais dire qui sont fausses. Donc, je vais introduire 2 erreurs et je ne vous donnerai pas la solution. Donc, je dis à mes étudiants, je vais vous expliquer comment fonctionne tel virus, je vais vous expliquer comment fonctionne tel chromosome, et je vais introduire de façon volontaire 2 erreurs. Et vous n'aurez pas la réponse. C'est à vous de trouver ces erreurs en équipe. Alors, moi, ils me disent, est-ce qu'on aura la réponse, la solution à la fin? Je ne leur donne pas la solution parce qu'ils ont 20 ans, ils sont 70 devant moi, ils sont capables, en travaillant ensemble, de trouver les erreurs, et ils les trouvent. Si vous avez des élèves qui ont des âges de 5 ans, 6 ans, 10 ans plus jeunes, vous pouvez faire une variante où à un moment donné, vous leur posez la question, est-ce que vous avez trouvé l'erreur? Leur donner des points s'ils ont trouvé l'erreur ou pas, et puis apporter la correction. Alors, quand je fais cet exercice-là, je peux vous dire que 100% des élèves sont attentifs parce que ils n'écoutent pas comme ça sans comprendre, ils écoutent et à un moment donné, ils cherchent les erreurs. Et moi, pour que l'exercice soit performant, souvent, je commets mon erreur au début de la présentation. La première erreur, elle est souvent très visible, tandis que la deuxième erreur, elle arrive souvent à la fin de la présentation, ce qui fait que j'ai 5 minutes ou 10 minutes d'attention maximale. Voilà, donc mes étudiants construisent le cours, ils font des exposés au tableau, ils s'interrogent entre eux, et puis ce sont les étudiants qui vont préparer les évaluations. Donc vous voyez, ma classe est renversée. Les élèves préparent le cours, préparent des questions, et ils vont poser des questions à l'enseignant. Donc moi, dans ma classe, je n'ai plus de copies à corriger. Je ne corrige plus les copies de mes élèves, mais je réponds à leurs questions. Et donc, quand ils me posent des questions intelligentes, bien construites, je donne des bonnes réponses. Par contre, quand ils produisent un travail de faible qualité, qu'ils me produisent des questions de très mauvaise qualité, eh bien, je réponds je ne sais pas, ou je leur dis voilà, il y a des erreurs dans ma réponse, et ils doivent retravailler leurs questions. Alors, ce qui est important, c'est que les élèves construisent des questions d'un bon niveau. Donc, vous pouvez aussi trier. Donc, moi, je trie les questions de mes élèves en 3 catégories. Les très bonnes questions, les questions moyennes, et puis les questions trop simples auxquelles j'accorde moins d'importance. Alors, les élèves vont trier les questions et voter. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez des chapitres, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Donc, mes élèves produisent du contenu et puis ils peuvent mettre des notes au chapitre.
Donc, ils vont évaluer les chapitres et je ne leur demande pas d'évaluer les chapitres comme un professeur. Je leur dis, mettez le plus de points au chapitre que vous comprenez le mieux. Donc, un chapitre qui est bien écrit, qui est compréhensible par les autres élèves, obtient un bon score, alors qu'un chapitre qui est mal écrit, trop compliqué, obtient un score plus faible. Et moi, comme enseignant, je pose aussi des questions. Donc, si le chapitre est trop compliqué, les élèves peuvent le simplifier, etc. Les élèves vont aussi choisir les questions. Par exemple, s'ils produisent une question chacun, donc vous imaginez, j'ai 70 élèves dans ma classe, si je leur demande pour demain ou après-demain de me produire une question, eh bien, j'obtiens 70 questions le soir sur mon ordinateur. Et là, à ce moment-là, comme je ne peux pas répondre aux 70 questions, ils vont voter. Donc, on fait ça en ligne. Et les questions qui ont le score le plus élevé, ce sont celles que je vais traiter en classe. Donc ça intéresse beaucoup les élèves parce qu'ils se disent, le professeur va en priorité répondre à des questions qui ont eu le plus de points. Donc, s'ils ont envie d'avoir des explications sur un sujet, ça va les inciter à voter davantage sur cette question. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on peut appeler du cours collaboratif. Vous êtes d'accord avec moi? Les élèves sont en équipe, travaillent en équipe, interagissent en équipe avec l'enseignant. On pourrait penser que je suis en train de vous dire que le cours collaboratif est plus intéressant que le cours classique. Eh bien, pas du tout. Vous vous rappelez tout à l'heure le premier dessin que je vous ai montré, où je vous ai montré un professeur qui parlait aux élèves assis devant eux, comme vous le voyez ici. Ça, c'est ce qu'on appelle du cours magistral, du cours transmissif. Eh bien, les étudiants sont demandeurs de ce cours parce que vous ne pouvez pas, en tout cas moi, je ne le fais pas, transformer 100% du cours en collaboratif. Donc, à des moments donnés, j'arrête ma classe renversée et je refais un morceau de cours magistral. Sauf que le cours magistral que je leur donne ne dépasse pas 10 minutes ou un quart d'heure. Et ensuite, c'est du collaboratif. Donc, si je travaille avec eux pendant 1 heure ou 2 heures, je leur donne des séances de cours magistral seulement de 10 minutes ou d'un quart d'heure à certains moments. Comme ça, ils sont très attentifs parce que j'ai des difficultés à les rendre attentifs plus qu'un quart d'heure. Donc, vous voyez ici ce qui s'est passé avec le confinement. Et d'ailleurs, pour vous, je dirais, ça peut vous arriver plus régulièrement parce que vous avez des élèves qui sont dans des îles, qui sont peut-être isolés, qui sont peut-être chez eux. C'est très compliqué d'avoir à la fois un travail collaboratif en classe. Donc, vous voyez ici sur le dessin, les élèves en classe travaillent de manière collaborative. Et ensuite, quand ils sont chez eux, ou quand il y a eu les confinements, eh bien, ils étaient de manière individuelle. Donc, comment est-ce qu'on peut enrichir les deux? Ce que je remarque, c'est que si vous reproduisez à distance exactement le même cours que celui qui est fait en présentiel, ça va dégrader la qualité. Donc, ce qui est très clair, c'est que si vous avez une méthode en classe et que vous décidez de faire exactement la même à distance, eh bien, vous allez mettre vos élèves en difficulté. Donc, les exercices qu'on demande à distance sont différents de ceux qu'on demande en classe, mais ils doivent être complémentaires. Donc, si vous réfléchissez à différentes façons de faire travailler les élèves, donc moi, par exemple, mes élèves en classe vont construire le cours, préparer des exposés. Par contre, quand ils sont chez eux, à titre individuel, eh bien, ils répondent à des questions de manière individuelle. Il y a des exercices qu'ils font seuls et vous allez le voir juste après. Je leur fais des cours en ligne. Donc, je vais vous le montrer avec ce schéma. Donc, je vais couper juste le son. Voilà. Est-ce que, juste pour être sûr, vous voyez le film, la petite vidéo? Est-ce que vous voyez mes doigts et le stylo qui bougent? Oui, Oui, on voit. très bien. Donc là, c'est un cours que je fais à distance. Donc, quand vous voyez en haut de l'écran, donc là, c'est plus moi qui vous parle, hein, c'est une capsule qui est enregistrée. Vous voyez, en haut de l'écran, on voit mon visage
en train d'expliquer quelque chose aux élèves. Donc là, les élèves sont chez eux. Donc, j'ai juste une feuille de papier. Donc, j'ai une feuille de papier, un stylo, et j'utilise une webcam. Donc, je pense que si vous voyez en... Alors, je vous la montrerai juste après si vous voulez. Et c'est une petite webcam qui se fixe sur l'ordinateur et juste avec une clé USB. Il n'y a pas de logiciel. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Ce n'est pas un gros matériel. Vous pouvez fixer une petite caméra mobile sur votre ordinateur et vous voyez, vous écrivez sur une feuille de papier. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'utilise des crayons noirs, rouges, et j'utilise aussi, je vais vous le montrer plus loin, voilà, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Voilà, j'utilise aussi des marqueurs, donc c'est assez simple. Vous voyez, par exemple, ici. Donc, je suis en train de parler, je suis en train de faire une explication. Les élèves voient le papier bouger, ils entendent le bruit du stylo et ils peuvent me poser des questions. Et donc, c'est très interactif. Donc, ils sont à distance. Certains de mes élèves sont à 1000 km de moi. Donc, moi, je suis à Lille. J'ai des élèves qui sont rentrés chez eux à Marseille. Donc, j'ai quelquefois 1000 km entre mes élèves et moi. Et ils entendent le stylo, ils me posent des questions et j'enregistre. Donc, j'enregistre la séquence comme je suis en train de le faire avec vous. Et comme ça, une fois rentrés chez eux, eh bien, ils peuvent réécouter le cours. C'est souvent des séquences de 20 minutes ou d'un quart d'heure, jamais très longues. Alors, les étudiants qui ont raté le cours, qui ont manqué la séance, eh bien, ils peuvent revisionner la vidéo. Ce n'est pas facile pour eux parce que, comme ils ont raté le cours, ils doivent visionner la vidéo complète. Par contre, les étudiants qui ont assisté au cours en direct, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils peuvent se promener avec le curseur, choisir de revenir à un endroit donné. Et en plus, ils vont retrouver dans la vidéo, donc moi j'utilise Zoom, mais on peut utiliser Teams, Big Blue Bottom, il y a beaucoup de plateformes différentes. Les étudiants vont pouvoir aussi retrouver dans le chat, le forum, des questions écrites de leurs collègues. Et puis s'ils ont posé des questions en cours, ils vont réentendre leur voix et la réponse du professeur. Voilà. À la fin de chaque cours, donc à la fin de chacun de mes cours, je vais évaluer, demander aux élèves d'évaluer ma séance. Donc, vous voyez ici, donc là, j'ai indiqué blog JC2. Donc, vous pouvez le noter, ça BLOG, blog espace JC2. Si vous allez sur Internet, donc si vous allez sur un moteur de recherche, Google par exemple, mais n'importe lequel, et que vous tapez blog espace JC2, vous allez trouver mon site internet, donc mon blog. Je vais vous le redonner, je vous donnerai l'adresse à la fin de ma présentation, et puis je vous transférerai le film et les coordonnées, donc ça sera très facile pour vous. Et quand vous allez sur ce blog, vous allez retrouver les évaluations de mes élèves. Et moi, je demande à mes élèves d'évaluer mes cours toujours de la même manière. Je leur demande d'écrire, vous voyez ici, numéro 1, je leur demande d'écrire un point positif et en dessous un point négatif. Et ça, c'est très efficace. Autrement dit, quand le cours est terminé, quand ils rentrent chez eux, ils vont dans un autre cours, ou quand le cours est fini en ligne, avant de quitter ma séance, ils sont obligés, en une phrase ou deux, d'écrire, par exemple, vous le voyez ici, quelle est la partie du cours que vous avez préférée et pourquoi? Quel est l'exercice que vous avez le plus apprécié? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Par exemple, ils vont écrire « J'ai beaucoup aimé l'exercice des tableaux tournants parce que ça m'a permis de mieux comprendre le mécanisme d'infection du virus avec les collaborateurs de mon équipe. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet exercice pour telle raison. » Et puis en dessous, ils doivent écrire « Quel est le moment du cours que vous avez le moins aimé et pourquoi ?» Donc, ils peuvent écrire, par exemple, je n'ai pas aimé l'exercice du ping-pong parce que ça fait 2 fois que mon groupe passe au tableau avec ce même exercice. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai un point positif et un point négatif. Donc, quand mes élèves quittent ma classe, eh bien, j'ai une évaluation avec 70 appréciations positives et 70 appréciations négatives. Les appréciations positives, elles me permettent de continuer à innover parce que ça leur plaît, ça leur convient, ils y trouvent de l'avantage. Tandis que les retours négatifs sont très intéressants
Parce que si je m'aperçois que j'ai 25 ou 30% de mes élèves qui n'apprécient pas ce genre d'exercice, qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, eh bien, je peux changer la méthode ou alors mieux leur expliquer le contexte. Donc, en fait, les appréciations négatives sont beaucoup plus utiles aux professeurs pour innover que les appréciations positives. Donc, si vous avez un enseignant qui vous dit « j'ai fait une innovation pédagogique et mes élèves ont adoré », si ce sont seulement 3 élèves qui ont aimé, ce n'est pas significatif. C'est beaucoup plus intéressant de demander à chaque élève une appréciation positive et une appréciation négative, obligatoirement les deux. Donc, si l'élève a adoré la séquence, si l'élève a beaucoup apprécié le cours, il doit trouver une appréciation négative aussi. Et si un élève a eu des difficultés, eh bien, il doit quand même donner une appréciation positive. Si maintenant vous avez des élèves dont vous dites qu'ils n'ont pas la maturité ou les capacités à donner à chaque fois du positif ou du négatif, vous pouvez très bien aussi leur faire l'exercice par équipe. Donc, vous demandez un point positif et un point négatif par équipe et non plus de manière individuelle. Moi, je le fais de manière individuelle parce qu'ils sont plus matures, mais je connais des enseignants dans des niveaux plus faibles, d'école primaire, premier degré ou autre, qui demandent à leurs élèves des points positifs et des points négatifs de manière collective. Voilà. Ici, je vous montre une autre photo très, très différente. Donc ça, c'est un cours que je fais en faculté de médecine. Et là, cette fois-ci, je n'ai plus 70 étudiants dans ma classe, mais j'en ai 135. Donc, j'ai 135 élèves, donc c'est une très grande classe, et ils sont obligatoirement alignés. Donc là, ici, ils ont des ordinateurs, mais vous pouvez imaginer des élèves alignés avec du papier, des crayons. Et là, j'ai rendu ma classe collaborative sans faire d'équipe en groupe. Donc, vous le voyez au tableau, par exemple, vous observez le tableau, il n'y a pas d'enseignant. Donc, en fait, mon cours commence par une question. C'est-à-dire que avant de commencer mon cours, je demande aux élèves qu'est-ce que vous pensez de telle chose. Par exemple, vous voyez ici, il y a une molécule. Donc, c'est en petit sur le dessin, mais faites-moi confiance. Hein. C'est une molécule. Ça doit être une enzyme, ouais, c'est ça. Et donc, je leur projette une molécule et je leur dis, cette molécule s'appelle comme ça. Donc, je leur donne le nom de la molécule et je leur dis, vous avez un quart d'heure pour m'expliquer à quoi elle sert. Et là, vous voyez, ils se mettent à rechercher sur leurs ordinateurs, ils travaillent par 2 ou par 3 et ils vont d'abord faire un travail collaboratif. Moi, je vais passer entre les groupes et je vais les aider. Donc, c'est un cours qui dure 2 heures. Pendant la première heure, je leur laisse un quart d'heure pour répondre à ma question. Ensuite, ils vont m'envoyer leur réponse par mail ou la déposer sur une plateforme. Et après, moi, je vais répondre à la question et échanger avec eux. Donc, en fait, ma première heure de cours, c'est moi qui viens, qui pose une question. Ils ne connaissent pas la réponse, mais ils cherchent ensemble. Moi, je les aide. Et dans la deuxième partie, eh bien, je vais répondre à leurs questions et puis apporter des compléments. On fait ça pendant une petite heure. Et après, je fais une pause. Et puis, la deuxième heure, je leur fais un cours normal. Et le cours normal va compléter, donc un cours magistral. Et le cours normal va compléter l'exercice collaboratif. Donc là, c'est intéressant parce que souvent, les enseignants font le cours, donnent le cours et ensuite posent des questions. Et moi, je trouve très interactif de d'abord poser des questions et de faire le cours après. Et même s'ils ne connaissent pas la réponse, ben cherchez. C'est un peu ludique. On leur dit cherchez. Et donc, vous pouvez leur donner des éléments de réponse. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou des problèmes de connexion, vous pouvez très bien préparer un petit poli avec 2-3 pages. Et puis, vous leur distribuez ces quelques pages et vous leur dites, je vous pose une question, les éléments de réponse sont dans les documents que j'ai distribués. Donc, on peut faire ces exercices avec de très bonnes connexions Internet, mais on peut faire aussi ces exercices avec du papier, des polis, différentes façons de faire. Voilà. Pour terminer, et je vais pouvoir répondre à vos questions et je vais vous faire travailler un petit peu. Pour terminer, je vais juste, de manière très rapide, vous donner quelques mots-clés, quelques éléments importants. Je ne vais pas les détailler parce que ça fait déjà un certain temps que je parle. Je vais juste vous donner des éléments et si vous voulez, on pourra y revenir dans l'interaction avec vous. Premier élément,
on ne peut pas innover sans qu'il y ait de confiance. Donc, le mot confiance, c'est un mot important. Faire confiance aux élèves, que les élèves vous fassent confiance, etc. Donc, le mot confiance, notez-le parce qu'il est important. Deuxième mot-clé important, l'expérimentation. Il faut tester. C'est-à-dire que si vous avez une idée d'une innovation pédagogique, il ne faut pas copier, coller une innovation pédagogique. Donc, moi, je vais vous dire de recopier surtout pas la méthode que je viens de vous présenter. Par contre, il y a des choses que j'ai décrites qui peuvent vous inspirer pour des exercices. Donc, si vous avez une idée, comme moi, il faut l'expérimenter. Voilà. Et donc, en écoutant le retour des élèves, vous allez voir s'il y a des choses que vous continuez ou pas. Donc, expérimenter. Troisième idée importante, c'est ne pas vouloir remplir le crâne de l'élève de manière, je dirais, exhaustive. Autrement dit, si votre objectif, c'est de remplir le crâne, eh bien, la quantité que vous allez mettre, ça peut être au détriment de la qualité. Donc, moi, dans ma pédagogie, je ne traite pas 100% du programme. Peut-être que j'utilise que 70, 80, 75%. Par contre, ce que je travaille avec eux, ils le comprennent, ils l'apprennent. Donc, parfois, il faut savoir abandonner certaines parties du cours et se concentrer sur d'autres. Donc, privilégier la qualité à la quantité. Ensuite, un quatrième mot-clé qui est particulièrement important, c'est vraiment peut-être le mot-clé le plus important, c'est l'hybridation. L'hybridation, c'est-à-dire que, vous le voyez ici sur ce schéma, l'enseignement innovant, collaboratif, donc là, vous voyez, la classe collaborative, ne s'oppose pas à l'enseignement académique. Donc ici, vous avez un enseignement classique, le professeur qui est au tableau, qui explique aux élèves, et là, vous avez des élèves qui travaillent. Donc, en fait, pour que ce soit efficace, vous devez créer une complémentarité. Donc, les élèves doivent travailler en collaboratif, puis en magistral, écouter le professeur, puis faire des exercices. Et donc, on a l'habitude de le faire, mais il faut que cette hybridation soit plus régulière. Et ce n'est pas toujours le collaboratif après le magistral. Vous pouvez faire du collaboratif avant le magistral et inversement. Donc, j'aimerais partager avec vous cette conviction que j'ai, c'est que l'innovation pédagogique ne s'oppose pas à l'enseignement traditionnel. L'innovation pédagogique est complémentaire de l'enseignement traditionnel et même le renforce. Un élève qui va prendre du goût en collaboratif, bien posera des questions dans un cours classique. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Voilà. Ensuite, le collaboratif, ce n'est pas seulement les élèves, mais c'est aussi les enseignants. Donc, moi, dans ma classe, vous voyez, je suis ici. Dans ma classe, les enseignants peuvent rentrer, participer. Donc, ma classe est ouverte et moi, je participe aux classes de mes collègues. Donc, quand j'ai 70 élèves dans ma classe, parfois, j'ai un collègue ou un deuxième collègue qui viennent, qui observent, qui me posent des questions, qui posent des questions à mes élèves. Et moi, je vais dans la classe de mes collègues. Et donc, si vous observez ce qui se passe dans les autres classes, et si vous acceptez que des enseignants viennent dans la vôtre, ça va susciter du partage d'expérience. Voilà. Et le partage d'expérience, c'est ce que vous avez sous les yeux. Ce sont des enseignants qui vont travailler ensemble en atelier pédagogique, par exemple, pour réfléchir à des méthodes, pour réfléchir à des méthodes d'évaluation. Donc ici, vous avez un atelier collaboratif avec des enseignants. Donc nous, on organise régulièrement des ateliers avec des professeurs de matières différentes parce qu'on se dit que si on veut être cohérent, eh bien, on ne peut pas demander à des élèves de collaborer entre eux si nous, les enseignants, on n'est pas capable de collaborer entre nous. Donc, il faut montrer l'exemple. Et donc, en collaborant entre enseignants de matières différentes, eh bien, ça nous permet de comprendre comment fonctionne la collaboration et d'être plus performants quand on veut faire travailler les élèves ensemble. Voilà. Et là, vous avez deux postures, puisqu'on n'en a pas parlé, mais je pense que ça va venir pendant les questions. Le changement de posture, c'est vraiment important. Ici, vous avez l'enseignant de manière académique, et là, vous avez la posture un peu plus, je dirais, collaborative. En fait, c'est complémentaire. Donc, on ne va pas demander à des enseignants classiques de devenir je dirais, des animateurs ou des facilitateurs. Il faut être à la fois les deux.
Donc, vous pouvez être un peu plus le fou, le facilitateur, l'animateur. Vous allez plutôt coacher vos élèves et les faire travailler d'une certaine manière, mais en même temps, il faut ne pas oublier que vous êtes aussi le transmetteur du savoir. Donc, on n'est pas là seulement pour animer des élèves, mais aussi pour vérifier qu'ils aient des acquisitions de connaissances. Voilà. Mais c'est terminé l'époque où vous êtes à 100% de transmission de connaissances. Et en contrepartie, il ne faut pas non plus raconter des histoires aux enseignants en leur disant aujourd'hui, le cours magistral est terminé et vous devez être à 100%, vous devez être plutôt, pardon, à 100% un animateur, un coach, un facilitateur. Je pense que l'hybridation, elle est aussi dans ces postures différentes. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je vais juste clôturer couper l'enregistrement, ce qui vous permettra d'avoir une petite capsule de 40-45 minutes que vous pourrez réutiliser. Et ici, vous avez des ouvrages, des coordonnées que je vous redonnerai par voie de mail ou document, dans lesquels vous trouverez toutes les méthodes, les illustrations. Vous avez aussi mon mail si vous avez des questions à me poser, si vous voulez qu'on co-construise ensemble des exercices, ou si vous voulez que par la suite continuer le travail qu'on va entamer là dans la deuxième partie de l'atelier. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement, voilà, et couper l'enregistrement. Je pense que c'est coupé. Non, ce n'est pas coupé, c'est ici.